Donc, je vais vous parler de ces recommandations qui sont parues en 2024. J'arrive pas à faire passer mon écran. Si. Et juste pour vous rappeler que c'est un travail qui a été un travail de longue haleine, qui a inclus beaucoup de personnes, à la suite de la rédaction d'une note de cadrage par la Haute Autorité de Santé. Deux présidents ici présents, Éric Bertin et Jacques Delarue, ont été missionnés. Et des chargés de mission que vous voyez ici à l'écran, à la fois médecins et chirurgiens, ont contribué à la rédaction de l'argumentaire pour répondre aux questions qui étaient posées dans la note de cadrage. Et il y a eu différents groupes de travail, des réunions enfin, d'une journée entière, puis la finalisation de ce document en juin 2023, ensuite la soumission à un groupe de lecture pour avoir des commentaires et une deuxième version qui a fini par être validée par la Haute Autorité de Santé et publiée sur le site en février 2024. Et donc, si vous allez sur le site HAS et que vous tapez obésité de l'adulte, prise en charge des niveaux 2 et 3, vous avez et les recommandations médicales et les recommandations chirurgicales. Et donc, il y a une feuille synthétique de 7 pages qu'il faut, à mon avis, avoir lue, l'ensemble des recommandations qui est un peu plus longue, et évidemment l'argumentaire qui reprend l'ensemble de la littérature. Après, il y a un document qui est paru plus récemment, qui est très important à mon avis pour les patients. C'est une brochure qui informe le patient de son circuit bariatrique. Donc les premières nouveautés de ces recommandations, c'est qu'on a beaucoup revu les indications et les contre-indications à cette chirurgie. D'abord, la question était celle de l'âge. Peut-on augmenter l'âge pour faire la chirurgie bariatrique? C'était 60 ans jusque-là. C'est passé à 70 parce qu'il y a eu une littérature assez abondante de patients opérés au-delà de 60 ans. Il faut quand même savoir que la morbidité est plus importante entre 60 et 70 ans qu'avant. Et par ailleurs, il ne faut pas aller au-delà de 70 ans parce que là, pour le coup, les risques sont trop importants. C'est toujours une prise en charge de deuxième intention après une prise en charge nutritionnelle bien conduite, réservée aux personnes qui ont soit un IMC supérieur à 40 kg par mètre carré seul, soit supérieur à 35 kg par mètre carré, avec un certain nombre de maladies associées, sur lesquelles je vais revenir dans une seconde. Il faut savoir quand même que pour les personnes qui auraient un IMC au-delà de 60, il faut faire passer le dossier dans une RCP de recours en CSO. Et donc, en ce qui concerne les maladies associées qui permettent de valider l'indication chirurgicale, on retrouve des choses connues comme le diabète, l'hypertension qui étaient déjà présentes. On a mieux clarifié la dyslipidémie qui ne concerne en réalité que l'hyper-TG au-dessus de 5 grammes. On a aussi mieux caractérisé les atteintes hépatiques. La stéatose seule ne fait pas partie des indications. Il faut avoir un minima une NASH ou une fibrose qui peut, pour la fibrose, être évaluée par des tests non invasifs. Et on peut aller jusqu'au stade de cirrhose child A, en sachant que la morbidité est plus importante, mais pas au-delà. Sont entrées en ligne de compte des choses nouvelles comme le SOPK chez la femme ou tout problème de fertilité du couple qui est suivi dans un parcours de PMA où l'indication de la perte de poids permettra le projet de PMA. Donc il faut une lettre et un courrier de l'équipe. Et enfin, sur les maladies métaboliques, il y a la maladie rénale chronique, quel que soit son stade. D'autres choses connues, mais ce qui a été précisé pour l'apnée du sommeil, c'est que l'IH devait être à plus de 15 par heure, que l'apnée soit appareillée ou non. Est rentré aussi l'asthme, qui peut parfois être en lien avec l'obésité, mais pour cela, il faut un courrier du pneumologue ou de l'ORL. On a évidemment les complications articulaires. L'incontinence urinaire invalidante était dans les différentes recommandations internationales, mais n'était pas dans les recommandations françaises. Donc elles sont maintenant entrées, évidemment, quand elles ne répondent pas à un traitement médicamenteux habituel, et surtout sur avis gynéco ou urologique. L'HTIC, c'était déjà présent. Et la dernière nouveauté, c'est évidemment la présence d'une hernie pariétale ou d'une éventration complexe qui nécessite un amaigrissement pour permettre la réparation et éviter la récidive. Voilà les indications de la chirurgie. En ce qui concerne les contre-indications, elles n'ont pas tellement évolué, elles ont mieux été précisées. Il faut une évaluation psychologique afin de rechercher des troubles psychotiques non stabilisés, des épisodes dépressifs caractérisés, et puis faire attention et rechercher les antécédents de tentatives de suicide et évaluer la capacité
la capacité à participer au suivi long terme. Il faut évidemment évaluer le comportement alimentaire et c'est une contre-indication s'il y a des TCA de type impulsif ou compulsif, l'hyperphagie, boulimie en particulier. Et puis est bien noté que si la personne a des antécédents de boulimie ou d'anorexie, cette chirurgie devra elle aussi être validée en RCP de recours de niveau 3 en CSO. Il faut bien évidemment rechercher des troubles de l'usage non seulement de l'alcool, mais aussi de substances psychoactives. Et si c'est le cas, prendre l'avis d'un addictologue pour un suivi qui évaluera la durée du suivi nécessaire avant de lever la contre-indication. Évidemment, on n'opère pas de gens qui ne sont pas en état de subir l'anesthésie générale ou qui ont une maladie incurable dont le pronostic vital est engagé. Et pour la particularité des cancers, il faut avoir un avis circonstancié de l'oncologue sur le pronostic du cancer et son devenir. Ne représentent pas de contre-indication les deux situations suivantes. Ce n'est pas des indications, mais ce n'est pas des contre-indications non plus. Soit une obésité associée à un handicap, soit une obésité de cause rare avec déficience intellectuelle. Néanmoins, ces dossiers doivent être validés eux aussi en RCP de recours. Alors évidemment, avant une chirurgie, il y a tout un parcours de préparation qui peut être plus ou moins long. Ça peut être 6 à 12 mois en moyenne, mais parfois beaucoup plus long s'il y a les contre-indications dont on vient de parler. Il y aura tout un bilan médical à réaliser, donc le bilan de l'obésité sur lequel je ne vais pas revenir. Mais ce qui concerne plus particulièrement la chirurgie, c'est des EFR, des gaz du sang et le dépistage de l'apnée du sommeil. Sur le plan cardiologique, ce sera réellement dépendant des facteurs de risque. Et puis les éléments importants et à anticiper dès le début de la prise en charge, c'est de commencer l'arrêt du tabac, puisqu'il faut qu'il soit effectif depuis au moins 6 semaines avant la chirurgie. Et évidemment, dépister les cancers, donc non seulement du sein chez la femme après 50 ans, mais aussi colorectaux chez la femme et l'homme. Et puis évaluer la capacité masticatoire des patients, puisque les dents vont avoir un intérêt encore plus important après l'intervention. Dans le cas particulier du diabète, on repousse l'intervention pour améliorer l'équilibre glycémique si l'hémoglobine glyquée est plus de 9%. Et puis surtout, on fait un contrôle du fond d'œil chez les personnes diabétiques qui sont traitées à l'insuline ou qui sont mal équilibrées, parce que l'amélioration brutale des glycémies post-opératoires peut faire flamber une rétinopathie. Et évidemment, on informe la patiente en âge de procréer qu'il ne faut pas de grossesse dans la première année. Donc, on s'assure d'une contraception efficace et on contrôle les bêta-HCG 48 heures avant l'intervention. Évidemment, toute la préparation est pluridisciplinaire et je reviendrai sur ces points dans 2 minutes. Évidemment, il faut faire un examen morphologique de type endoscopie digestive haute à la recherche de l'Helicobacter pylori, mais aussi la littérature nous dit que finalement, les résultats de la fibroscopie peuvent induire un changement de technique opératoire, en particulier si par exemple il y a une œsophagite ou une bulbite, ou s'il y a de l'EBO, une maladie de Birmer, qui orienterait vraiment plutôt vers la réalisation d'un bypass plutôt que d'une sleeve. On évalue la taille du foie et on recherche les pathologies biliaires lithiasiques grâce à une échographie abdominale. Pardon. Et puis, certaines équipes avaient l'habitude de proposer des régimes un peu restrictifs pour réduire la taille du foie. En réalité, la littérature montre que, certes, ça réduit bien la taille du foie, mais il n'y a aucune amélioration de la morbimortalité périopératoire. Donc, on évite ce type de technique et si elles sont absolument nécessaires, il faut qu'elles soient de courte durée. Excusez-moi, il y a une faute ici, c'est hyperprotidique, hypocalorique discrètement et sur une durée assez courte. On ne fait pas d'autres examens, sauf si il y a une dysphagie et des blocages alimentaires avant la première intervention qui ferait évoquer un trouble moteur de l'œsophage et qui contre-indiquerait dans ces cas-là un anneau ou une sleeve. Alors l'évaluation psychologique, j'en ai rapidement parlé. On a mieux caractérisé le contenu de cette évaluation qui doit revenir sur les troubles psychiatriques actuels ou passés, surtout rechercher les traumas dont on sait qu'ils sont souvent associés à l'existence de troubles du comportement alimentaire. Rechercher, certes chez le patient, des antécédents de troubles de l'usage des substances, mais aussi dans la famille, parce qu'on sait que c'est un des facteurs de risque d'apparition d'addiction en post-opératoire. Et puis évaluer évidemment le soutien socio-familial, la motivation du patient à modifier durablement son comportement
Et ceci doit conduire à un compte-rendu détaillé. Si une prise en charge est proposée ou nécessaire, elle doit être évoquée et une réévaluation sera alors nécessaire. En ce qui concerne l'alimentation, le rôle de la diététicienne est évidemment important. Il faut, sur le plan biologique, rechercher des déficits biologiques avant, mais le rôle de la diététicienne va surtout se focaliser sur l'évaluation des signaux, du respect des signaux du comportement alimentaire, rechercher et traiter une alimentation émotionnelle et prévoir un plan d'accompagnement diététique qui peut comprendre, qui doit comprendre de l'éducation thérapeutique et une réévaluation si nécessaire après prise en charge. Et puis, sans que ce soit une recommandation obligatoire via de l'ETP, on essaye quand même de mobiliser le patient à atteindre les objectifs de recommandation d'activité physique de la population générale, en sachant qu'il faut qu'elle soit adaptée et atteignable de manière progressive, tout en luttant évidemment contre la sédentarité. Alors un point important quand même, c'est toutes les informations qu'il faut donner aux patients et les compétences à acquérir. Donc l'ETP a toute sa place sur non seulement l'alimentation, bien expliquer aux patients qu'on boit pas pendant les repas, qu'on évite les boissons gazeuses, qu'il faut limiter les quantités d'alcool après l'intervention parce que les doses ingérées sont 2 à 3 fois plus élevées dans le sang après une intervention en particulier post-bypass, mais c'est aussi vrai après la sleeve, qu'il faut faire plusieurs repas fractionnés, parce que l'ensemble du repas ne peut pas rentrer dans un petit estomac. Essayer d'atteindre les apports protéiques suffisants. Je ne reviens pas sur l'activité physique, on en a déjà parlé. Et puis, il faut aussi informer le patient des différentes techniques de chirurgie. J'ai pas mis l'anneau ici, parce qu'on en réalise beaucoup moins en France, mais c'est une technique autorisée. Expliquer aux patients les bénéfices attendus, bien évidemment, sur la chirurgie, mais aussi expliquer non seulement les complications possibles, mais de manière, à mon avis, plus importante, les signes cliniques d'alerte qui devront faire consulter le patient en urgence, comme la dysphagie, les vomissements ou toute fièvre. Indiquer aussi que les AINS sont contre-indiqués après l'intervention et que la perte de poids va induire une amélioration non seulement du poids, mais aussi des maladies associées et que les médicaments présents initialement dans la chirurgie devront être adaptés tout au long de la perte de poids puis de la stabilisation. Alors évidemment, le suivi, il est à vie et il sert à dépister les complications nutritionnelles, chirurgicales et médicales et à adapter le traitement. Donc, dans la première année, ça n'a pas beaucoup évolué. Il y a 4 consultations de suivi et dans la deuxième année, 1 à 2, puis ensuite annuellement. Euh, Voilà, selon les possibilités, hôpital de jour, consultation, il n'y a pas de format particulier. Il faut évidemment qu'à tous ces temps, un bilan vitaminique de base soit réalisé et ce plus ou moins ne concerne finalement que les chirurgies très malabsorptives comme la dérivation ou dans le futur le SADI si jamais cette chirurgie devait être validée par la Haute Autorité de Santé. L'ensemble des patients qui se font opérer doivent prendre une supplémentation vitaminique dans la première année pendant la perte de poids, qui doit comprendre un cocktail vitaminique, souvent à raison de 2 comprimés par jour, du fer, pareil, 2 comprimés par jour, de la vitamine B12. Il faut s'assurer que les apports calciques oraux par l'alimentation sont suffisants et sinon, le cas échéant, ajouter des suppléments calciques et puis ajouter de la vitamine D pour prévenir le risque osseux. Et puis, au décours de la première année, et puis surtout de l'obtention du nadir pondéral, on peut arrêter normalement les vitamines après la sleeve, mais les bilans de contrôle doivent être systématiques parce qu'il y a des carences possibles et il faudra supplémenter si carences mises en évidence. Et puis pour toutes les chirurgies malabsorptives, donc le bypass c'est sûr, mais la dérivation encore plus, et les autres à venir doivent continuer la supplémentation vitaminique à vie. J'insiste quand même sur le fait que la vitamine D est nécessaire, y compris après sleeve, tous les mois selon les protocoles standards. Et
Lors des différentes consultations, il faudra interroger le patient sur, les risques carentiels, donc rechercher des signes cliniques de carence vitaminique. Ils sont d'autant plus prégnants que, le patient peut être amené à vomir, ça induit ou aggrave les risques de carence. S'assurer sur l'alimentation que l'équilibre est présent et que, l'apport protéique est possible et suffisant. C'est pas toujours simple, au quotidien des patients. S'assurer de la compliance à la prise des vitamines régulières et ou des bilans, et en particulier dans les chirurgies où il y a pas de vitamine Péros. Et évidemment, s'il y a des vomissements, une dénutrition, une prise d'alcool ou une mauvaise observance, il y a un risque majeur de carence en vitamine B1 qui provoque des gaillets verniqueux avec des séquelles, souvent, irréversibles. Donc il faut supplémenter sans attendre le résultat. Évidemment, je reparle de l'activité physique à, proposer et maintenir sur le long terme pour permettre la stabilisation pondérale. À chaque consultation, il faudra évidemment rechercher des signes de complications chirurgicales, douleurs, dysphagie, vomissements, saignements. Certaines de ces complications chirurgicales peuvent d'ailleurs survenir à très long terme après la chirurgie, comme par exemple les hernies internes. Et puis en termes de complications médicales, maintenant ce qui est bien connu, c'est que, 5-7 ans après un bypass, il y a un risque, majeur d'altération de l'os qui peut d'abord, avoir de l'ostéoporose, mais on a aussi des patientes jeunes qui peuvent faire des fractures et en particulier du poignet dont ils voient pas forcément le lien avec leur bariatrique. Donc il faut vraiment poser la question. La manière de prévenir cette altération osseuse, c'est de prendre la supplémentation vitamino-calcique et de faire de l'activité physique. Il faudra aussi dépister les malaises hypoglycémiques, donc des malaises qui surviennent 2-3 heures après les repas et qui sont surtout liés à la quantité de sucre ingéré par le patient au repas qui précède. Et puis, sans que ce soit obligatoire d'avoir un suivi psychologique, au cours du suivi, le médecin est amené à dépister des troubles de l'humeur, des TCA qui reviennent ou des addictions qui reviennent ou qui apparaissent pour la première fois et qui sera nécessaire alors de prendre en charge puisque ça peut conduire aussi à une reprise de poids. Et puis la partie reprise de poids, pour des raisons de temps, j'ai pas le temps de le faire tellement plus long, mais en pratique, il faut savoir que 10 de reprise de poids par rapport au poids qu'on a perdu, donc je vais faire un exemple simple. Le patient était à 140 kilos avant l'intervention, descend à 100 kilos, il a perdu 40 kilos. S'il reprend 4 kilos, c'est physiologique, attendu, il faut le rassurer, mais il faut pas qu'il en prenne plus. Si à l'inverse, il prend plus de 20%, ce qui est le cas clinique ici actuellement visible, c'est-à-dire qu'il dépasse la prédiction assurée, là il faut reprendre un suivi beaucoup plus régulier et vérifier les erreurs qui peuvent avoir été réalisées par le patient, puisqu'on sait que plus de 20% de reprise de poids, donc dans l'exemple donné précédemment, c'est 8 kilos de reprise de poids, c'est associé à une récidive des comorbidités qui auraient pu s'améliorer initialement et surtout à une dégradation de la qualité de vie. Et puis quand on est à moins de 10% de perte de poids, donc soit parce qu'on n'a rien perdu d'emblée, soit parce que les patients ont perdu puis repris, alors là on est dans l'échec thérapeutique et on peut discuter soit d'un médicament, soit d'un traitement, mais de toute façon, avant même de discuter d'une réintervention, il faudra reprendre l'ensemble de la préparation, donc rechercher grâce à l'éducation thérapeutique les modifications durables du mode de vie, revenir aussi sur l'histoire pondérale, en particulier pour les obésités les plus sévères, pour voir si on n'est pas passé à côté d'un variant sur la voie leptine, mélanocortine, dont on sait qu'ils perdent moins de poids puis ils en reprennent plus. Rechercher évidemment des troubles de l'humeur, de la dépression, récidive des troubles du comportement alimentaire qui sont très fréquemment associés à une reprise de poids. Et puis, à l'issue de tout ça, si tout va bien, alors, et qu'on a remis en place les choses, et la littérature nous montre que c'est efficace pour reperdre du poids, pas forcément les 20-30% de la chirurgie initiale, mais en tout cas, on revient à une perte de poids intéressante. Si c'est insuffisant, alors on peut ajouter un traitement médicamenteux ou proposer une chirurgie de révision à la discussion avec le patient. Voilà. Donc, la chirurgie, c'est une méthode efficace si l'indication est bien posée pour une perte de poids durable, une amélioration des comorbidités, un allongement de l'espérance de vie. C'est normal, physiologique, entre guillemets, de reprendre 10% du poids qu'on a perdu, mais il ne faut pas aller au-delà. Il faut évidemment faire toute l'information dont on a beaucoup parlé et avec
non seulement les évaluations multidimensionnelles initiales, mais aussi l'intérêt de l'ETP dans la préparation et le suivi à vie pour toutes les raisons que j'ai déjà exposées. Et en cas de reprise de poids, avant de se précipiter sur une reprise chirurgicale, il faut évidemment comprendre les raisons de cette reprise de poids, les prendre en charge avant de proposer une thérapeutique médicamenteuse ou chirurgicale. Voilà, donc je tiens à remercier l'ensemble des personnes du groupe de travail de la Haute Autorité de Santé qui ont participé à ce travail. Et vous, pour votre attention, je vais fermer l'écran parce que je ne vois plus personne. Et si je dois répondre à vos questions, ce sera plus agréable. Je vous remercie. Merci beaucoup pour, la présentation. Donc on a maintenant un temps dédié, aux questions, donc je vous invite à les poser, alors soit sur le chat et on pourra les relayer, sinon, vous pouvez aussi, démuter votre micro et puis, les poser, à votre guise. J'ai été si claire qu'il n'y a aucune question. Alors moi j'en profite, j'ai une question. Est-ce que, par rapport au RCP de recours, on doit, adresser, pour les établissements donc qui sont pas CSO, aux établissements CSO de notre territoire? Ou, finalement chaque établissement peut adresser à un établissement CSO en fonction aussi des relations professionnelles, préexistantes? C'est un point important, Camille. En effet, ça a été beaucoup discuté. Il y a parfois des inimitiés entre les équipes d'une même région. Et donc, évidemment, on ne peut pas contraindre une équipe à présenter dans le CSO de sa région. Il faut que ce soit une RCP de recours de 3e niveau, donc dans un CSO, mais celui de son choix et avec les affinités possibles. Par ailleurs, en France, il y a aussi des experts dans certaines thématiques et ça peut être intéressant sur certaines spécificités cliniques d'avoir recours à un avis d'un CSO plutôt que d'un autre. N'hésitez pas si vous avez des questions, complémentaires.